FME. Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Bonjour les filles, bonjour les garçons, très heureux de vous retrouver ici même en direct du FME. Oui, je suis bien à Rouen-Noranda, j'ai ma voix de Barry White dès le premier jour, dès la première heure de cette émission, car effectivement, c'est un long voyage, vous le savez, nous sommes au nord du Québec, à 8 heures de bus de Montréal. Pour tous les Français et les Françaises qui nous écoutent, car vous êtes en direct sur les ondes des radios Ferrarock, certes, mais où nous sommes aussi en direct ici à Rouen-Noranda sur la radio CFME, à savoir sur le 100.5 FM. Alors pour les gens, la communauté ici qui nous écoute, je me présente, je m'appelle Chamy, je viens de la ville de Limoges, dans le centre de la France. Et puis j'avais un petit message personnel à passer à l'émission d'avant qui parlait des problématiques environnementales ici, qui sont dues à l'extraction minière, mais aussi au traitement de certains métaux lourds. Il faut savoir aussi que je viens d'un petit village qui subit exactement la même chose, de par une papeterie gigantesque. Donc je tenais juste à dire à tous les habitants d'ici que certes votre problème est local, mais c'est aussi un problème mondial que nous subissons toutes et tous, et que nous devons lutter, bien entendu, en attendant que nos hommes politiques osent poser leur entre guillemets sur la table pour pouvoir prendre de belles décisions. Sinon, écoutez le programme de cette émission. Nous allons recevoir d'ici quelques secondes la directrice du FME, Jenny Thibault. Nous recevrons également des musiciens et des musiciennes, des artistes qui sont présents lors de ce festival, puisque j'ai rencontré le Petit Béliveau hier au soir. Il y aura également Gus Engelhorn, deux artistes que l'on connaît très bien sur les ondes des radios Ferrarock, ce réseau de radio de musique actuelle, puisque ce sont d'ailleurs des artistes qui sont à l'honneur régulièrement. Et puis on recevra à la fin de cette émission un jeune duo qui nous proposera son premier album. C'est une première rencontre que j'ai réalisée hier au soir avec Bibi Club. Un programme bien complet, jusqu'à midi bien entendu, en direct ici même, mais sinon de 17h à 18h pour vous qui nous écoutez. On peut commencer tout de suite d'ailleurs avec Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente une fois de plus pour le début de ces directs ici au FME. Merci également pour l'invitation. C'est un énorme plaisir que j'ai à revenir ici dans ce coin du Québec pour retrouver les gens qui habitent la communauté tout simplement. Et puis aussi, merci aussi pour la programmation, je suis arrivé personnellement mercredi et la première soirée à Montréal a été très intéressante. Ça m'a pas permis de rattraper le décalage horaire, je t'avoue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette fameuse voix un peu grave de fin de festival normalement, mais qui est là dès le début parce que hier au soir aussi, j'ai passé une excellente ouverture de festival. Alors justement, ce festival absent pour ma part depuis maintenant plus de 2 ans. Vous, comment vous l'avez vécu cette période ? Puisque j'ai suivi de loin, évidemment, on a tous vécu la même chose, cette fameuse pandémie. Comment vous avez réussi à survivre et à passer le cap ? En fait, on a réussi à faire 2 événements dans le contexte de la COVID. Ce n'étaient pas des événements évidents à produire, comme vous pouvez vous en douter. On a été contraints de respecter toutes les règles de distanciation physique et tout. Donc, c'était des FME un peu édulcorés. Si je peux me permettre, c'était pas vraiment l'ambiance qu'on a retrouvée hier, notamment. Donc, on l'a fait pour les musiciens, on l'a fait pour la population, surtout locale, avec une programmation de bandes québécois exclusivement, un peu canadien aussi, mais c'est ça. On l'a fait vraiment par amour de la musique. Mais c'était pas des éditions rentables du tout. C'est pas un modèle d'affaires viable. Oui, c'était un combat. Il y a eu beaucoup d'initiatives à travers le monde pour proposer et pour continuer à proposer de la musique et puis pour que le public rencontre aussi ces artistes-là de façon virtuelle. Vous avez pu mêler les deux, à savoir proposer des choses derrière notre ordinateur et en même temps proposer des choses en extérieur dans des conditions sanitaires safe ou On a surtout fait du présentiel, mais le volet professionnel, oui, lui, il était en virtuel. Donc, on a effectué des captations de certains concerts et après ça, on les a rediffusés sur des plateformes où est-ce que les gens pouvaient avoir certains échanges entre eux, mais aussi découvrir des nouveaux talents parce qu'on trouvait que ça fait partie quand même de notre mission là, de faire découvrir des talents aux programmateurs européens.
Donc, on le fait quand même, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec une édition en présentiel. En tous les cas, on est de retour et ça, je suis content. Je suis content également de retrouver ces lieux qui accompagnent le FME depuis de nombreuses années, ces lieux qui ont survécu aussi à la pandémie. Alors, nous, en France, on a eu des aides. C'est un petit peu spécial comparé donc au Québec. Ici, est-ce que la province du Québec a été présente pour soutenir justement la culture? Oui, tout à fait. On a eu droit à des subventions COVID là, pour des projets spéciaux. Oui. Assurément, le gouvernement a soutenu le milieu culturel. Puis on a aussi eu des subventions salariales du gouvernement fédéral. Puis grâce à ça, je pense que beaucoup d'organisations culturelles ont pu maintenir le cap parce que c'était effectivement très, très lourd de n'avoir aucun revenu autonome et de pouvoir conserver ses employés. Donc, à cause de la subvention, on a été capable de les garder. Alors, moi, je dirais grâce à la subvention. Merci donc effectivement donc, à ces prises de décision qui ont permis donc de soutenir et de passer ce que j'espère est maintenant derrière nous, puisqu'on va s'attarder sur l'édition 2022 de ce Festival des musiques émergentes. Alors, première chose, hier au soir, j'étais perdu. J'avais plus mes repères et je me suis dit, mais la 7e rue, elle est vide. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on a changé le stage de place. Ouais. Mais en fait, on aime toujours un peu surprendre nos festivaliers. Et on trouvait que ce lieu-là, ça fait plusieurs années qu'on l'avait en tête. L'idée, c'est d'avoir une jauge un peu plus large devant la scène. Donc, où est-ce qu'on l'a mis à la rencontre de 2 rues. Donc, ça permet d'avoir peut-être un peu plus de circulation aussi, plus fluide sur le site. Donc, oui, ça a peut-être un peu déboussolé un peu les spectateurs. C'est ça. Alors, je me suis dit, c'est peut-être dû aussi à la reprise de l'événement, puisqu'il y a eu donc cette fameuse pause, ces problématiques financières, problématiques pour programmer, pour faire venir des artistes. Je pensais que c'était aussi une adaptation pour relancer, entre guillemets, la machine. Est-ce que c'est ça aussi ou pas ? Est-ce que c'est une façon de se dire, on reprend, on accueille et on propose quelque chose qui est assez différent, et en même temps, ce sont vos 20 ans, donc un anniversaire. Exactement, c'est surtout pour ça. Voilà. Au 10e, on avait fait une scène sur l'eau au lac Kiwanis, et au 15e, on avait récidivé, mais là, pour le 20e, on ne voulait pas se rembarquer là-dedans. Donc, on a notre guinguette qui est active sur le bord du lac Ossisco, donc on voulait, un peu changer de décor. OK. Alors, on l'a dit, et je reviens une fois de plus sur cette problématique, puisqu'elle a aussi ses effets secondaires encore aujourd'hui, ne serait-ce par exemple que sur la programmation, ces groupes qui devaient jouer, qui ont été annulés. Alors, j'ai discuté avec Marilyn pour présenter le festival il y a quelques semaines, qui m'expliquait un petit peu le comment du pourquoi de cette fameuse programmation. En même temps, est-ce que les découvertes d'il y a 2 ans ont pu s'exprimer cette année, ou au contraire, on a décidé de faire table rase et de repartir à zéro sans tenir en compte en fait des groupes qui devaient passer en 2020 et en 2021. Mais étant donné qu'on a tenu des événements en 2020 et 2021, donc on n'a pas vraiment constaté de décalage par rapport aux vitrines qu'on offre aux artistes. Non, on a continué à faire... Il y a peut-être des artistes qu'on a reprogrammés qui étaient venus en 2020 parce que c'était, on va se le dire, c'était des éditions assis dans une salle à 80 personnes sans le droit de danser. Puis, masqués, sans le droit de boire une bière. Exactement. Fait que c'était pas nécessairement la meilleure ambiance. Fait que oui, il y a certains artistes qui sont venus en 2020 et en 2021 qui sont de nouveau au programme cette année, mais on a gardé le cap sur la production de l'année aussi. Là. Nous, ce qu'on aime faire, c'est une espèce de photo de famille, des projets, découvertes qu'on a aimés dans l'année. Donc, puis surtout qu'on est à la fin de la saison des festivals. On se doit d'avoir aussi une programmation qui est différente des autres festivals de l'été. Oui, c'est vrai qu'il y a de très nombreux festivals ici. Alors, à Rouyn-Noranda, peut-être moins qu'à Montréal, bien entendu. L'espace n'est pas le même, la population n'est pas la même. Mais il y a beaucoup d'animations culturelles qui se font ici. Et en même temps, il est vrai, tu fais bien de le signaler, vous avez donc cette fameuse programmation qui est là pour faire découvrir beaucoup de groupes. Des groupes qui viennent d'un petit peu partout. Ça a été facile, justement, de pouvoir faire venir des groupes de là où vous souhaitiez, tout simplement, des États-Unis, de France. Hier au soir, par exemple, il y avait ce trio ukrainien qui était extrêmement touchant de par son engagement, de par tout simplement les mots qu'elle prononçait. Et je tenais à le signaler et à le dire aussi aux auditeurs. Le message était plutôt simple, à savoir que ce trio ukrainien nous expliquait qu'il ne faisait pas la guerre contre les Russes, mais tout simplement pour la démocratie. Et je trouvais ça plutôt chouette. Là aussi, c'est une forme d'engagement, j'imagine, que le FME a choisi. Oui, on a toujours été un petit côté militant. Ouais. Ça fait partie de notre ADN. Alors le militantisme, il est présent aussi de par les citoyens qui étaient juste avant nous dans cette émission sur les problèmes environnementaux.
Alors, est-ce que c'est délicat? Est-ce que c'est un sujet qui est délicat? N'habitant pas ici, bien entendu, je vois de quoi il en est question. Mais pour le FME, justement, comment se positionner par rapport à ça? Mais c'est sûr que nous, on vit dans une région minière ici. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Beaucoup de gens travaillent dans ces usines-là, dans les mines. Ça fait partie de la région. On est une région ressource, donc on a des mines, mais on a aussi l'industrie forestière. Maintenant, oui, c'est des compagnies qui ne respectent pas toujours les règles environnementales. Ça se doit d'être adressé. Ça fait des années qu'on le sait. Moi, je suis née ici en 1978, puis c'était dans les années 80, on le sentait, on goûtait la mine quand on jouait dehors, là, tellement ça prenait la gorge. Et quand ça arrivait, ma mère me disait, tu rentres à la maison. Il y avait des picots sur les voitures d'auto parce que c'était des pluies acides. Ça faisait partie de notre quotidien. Là, maintenant, oui, il faut adresser ça parce que ça ne peut pas être à deux vitesses. Je pense qu'on doit uniformiser les règles. Pourquoi les gens en Abitibi devraient avoir un risque plus élevé de cancer que d'autres gens dans d'autres régions? C'est inéquitable. Ces usines-là, peut-être, devraient être situées... On brûle, on recycle des métaux, oui. C'est quand même noble. Mais en même temps, c'est proche de la ville, des résidents. Donc, peut-être ces lieux-là doivent être un peu excentrés, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de population environnante? Il y a des questions qu'on doit se poser. Je suis contente que ça soit adressé. Mais maintenant, c'est sûr que nous, d'un point de vue organisation culturelle, on est soutenu par ces compagnies-là parce que ça fait partie de l'écosystème abitibien. Puis un festival se doit d'avoir de la commandite privée pour survivre. Sinon, on va monter les prix des billets, le prix des bières, etc. Donc, oui, ça nous fait poser des questions éthiques, puis on va devoir y réfléchir. Et en même temps, ce festival-là permet tout simplement aux citoyens de se retrouver dans la rue, devant des concerts, de découvrir des artistes. Et en même temps, hier au soir, lorsque je marchais justement entre les différentes scènes, j'ai pu entendre ces discussions. C'est-à-dire que le festival permet aussi à ce que les gens sortent, se regroupent, profitent d'un moment très agréable. Et en même temps, entre deux concerts, reviennent sur ces sujets-là qui sont leur quotidien à eux. Et c'est aussi ça, la force d'un festival et de la culture aussi, c'est de réunir ces gens-là, en tous les cas dans un autre cadre, et en parlant de problématiques, en faisant bien justement ce lien entre les citoyens. Je tenais tout simplement à dire merci pour ça, en tous les cas, merci d'exister. On va revenir sur les 20 ans et on va terminer avec ça. Alors, Marilyn n'a pas voulu me dire quelles étaient les petites surprises qui étaient réservées pour ce 20e anniversaire. Tu nous l'as expliqué, il n'y aura pas donc de concert sur l'eau, sur le lac. Est-ce qu'on peut avoir tout de même une petite annonce ou quelque chose? Non, pas vraiment. Y a-t-il un gâteau géant dans la rue pour les festivaliers? Mais je pense qu'il va y avoir plusieurs petits clins d'œil. Le FME, on a toujours été un endroit où est-ce qu'on surprenait nos festivaliers, avec notamment les shows surprises et tout ça. Donc, on en a quand même beaucoup sur le radar pour ce week-end. Je crois qu'on va aussi on va revoir des artistes qu'on aime. C'est à voir. Je peux pas vraiment. J'ai pas le droit. Marilyn ne sera pas contente. Mais tu fais bien en tous les cas de ne pas le dévoiler, puisque je rappelle qu'il y a les gens aussi qui nous écoutent peut-être dans leur voiture ici même. Pour les Français, écoutez, ne vous inquiétez pas. J'aurai l'occasion donc de vous retranscrire bien tout ceci derrière donc ces ondes et ce micro, puisqu'on aura l'occasion de se retrouver également demain ainsi que dimanche, toujours entre 11h et midi, soit donc entre 17h et 18h pour la France, la Belgique. Merci beaucoup Jenny, je te libère puisque voilà, tu as un agenda bien entendu. Nous sommes au plein cœur du festival. Les temps forts donc sont rythmés tout au long de la journée avec ces différents artistes que nous allons pouvoir donc découvrir aujourd'hui. Sur ce, bon après-midi, merci. Merci, bon festival. Merci beaucoup. La suite du programme, ça sera avec un artiste que l'on a donc rencontré hier, que l'on a pu voir également en concert. Un album qui nous a séduit les oreilles, et ce depuis donc le printemps. C'est bien son homme et son piano qui va être diffusé sur les ondes donc des radios Ferrarock ainsi que sur la radio CFME avec le titre Je file comme un alien. Oui, je parle bien entendu du Petit Béléveau. Et le Petit Béléveau, justement, on va l'écouter en musique, mais on va le retrouver également en interview et il va nous expliquer un petit peu ses origines, tout simplement, et puis aussi des choses plus personnelles autour donc de sa musique. Tout le monde part à suivre. Oh, ça me tend dur d'être
comme eux autres. Oh, oh, oh. Je peux compter sur une demande les affaires qui font la suite dans ma petite tête. Je file comme un alien pour de l'outer space. Quand je parle au monde assez long, c'est oui pour dire que je suis happy sur une avenue. Garde point tes souliers. Garde-moi dans les yeux. Oh, tu m'aimes compris. Est-ce le mot que est dit? Je fais compter sur une demande les affaires qui font la suite dans ma petite équipe comme un alien pour de l'outer space. Quand je parle au monde assez long, c'est oui pour rien que je suis happy sur une avenue. On that stage is where I'm supposed to be, causing smiles that makes the air feel clean. But no one seems to know just what I mean. I'm twitching, shaking, bursting at the seams. Guess it's always smoother in my dreams. Le monde dit qu'il veut que tu sais honnête, mais il voulait pas attendre la vérité. Fait que happy comment être simple pour me cacher. L'auster c'est la seule façon que j'ai d'être. J'fais compter sur une demande les affaires qui font la suite dans ma petite équipe comme un alien pour le l'outer space. Quand je parle au monde assez long, c'est oui pour rien que je suis happy sur une avenue. No one lasts quite like my girl and me. Shave my head and call me Mr. Clean. Always knows exactly what I mean. I love her, I know that she loves me. Allô, moi je suis Tibeliveau de la Nouvelle-Écosse dans l'Est du Canada. Vraiment excité de parler à tous mes cousins et cousines de la France. Mon grand-père Julien Béliveau, de l'Anse des Béliveau, Nouvelle-Écosse. On trouve beaucoup de Béliveau là-bas. Tu sais, on est beaucoup similaires. Je le respecte beaucoup. Et puis, je me dis juste, c'est que lui sera le grand, ça me fera moi donc le petit. Tu sais, c'est comme un hommage pour lui, puis juste un genre de respect pour lui. Tu sais. Il était musicien? Pas trop. Il gratte une miette de guitare avec ses amis, mais pas tant que ça. Tu sais, il est un mécanicien toute sa vie. Tu sais. Et lui dirait il n'avait pas le temps pour ça. Quand il était jeune et tout, il avait besoin de travailler, il n'avait pas le temps pour tout ça. Alors du coup c'est hyper intéressant parce que cette question du fait que savoir si ton grand-père était musicien, parce que tu as commencé la musique très jeune et en fait tu faisais du beatmaking et moi ça m'intéresse beaucoup parce que je t'ai découvert ici même il y a 3 ans, en 2019 tu faisais un showcase sur le bord d'une piscine avec un banjo alors que depuis que tu es petit tu fais de la musique mais tu fais des samples et tu es un gros fan de hip-hop. Tu peux m'expliquer comment tu étais passé de ça, en fait, d'être fan de hip-hop et en même temps faire de la musique traditionnelle comme moi je t'ai connu avec ton banjo à l'époque? Tant qu'à moi, Tibeliveau, c'est pas de la musique traditionnelle, c'est de la musique hip-hop, beatmaking avec un peu de banjo et tout. C'est comme moi,
ma manière de créer une chanson de petit Béliveau, c'est exactement pareil que créer une chanson hip-hop. C'est dans Ableton, c'est dans mon logiciel DAW, avec des synthés, des MIDI, et il y a juste un peu de banjo, un peu de voix et des violons, mais... Le reste, c'est juste du beatmaking. Le style, à la fin de la journée, tant qu'à moi, c'est juste un autre style, tu sais. C'est créé de manière très électronique. Des fois, je choisis des sons moins électroniques, mais à la fin de la journée, c'est créé entièrement électronique, vraiment digital et tout ça, tu sais. Ok. Ouais, ben, je dirais que la Nouvelle-Écosse puis l'Est du Canada en général doit beaucoup à sa musique aux Irlandais et aux Écossais, Scots Irish comme on dirait en anglais. Puis c'est beaucoup d'immigrants de là-bas qui ont peuplé la région et aussi les montagnes en Appalaches aux États-Unis aussi. Ça fait que c'est beaucoup de là qui vient le violon et tous ces trucs-là. Et puis même les Français qui jouent, comme les Acadiens qui jouent des violons, on peut quasiment tracer ça, les Irlandais, les Écossais. On a été beaucoup influencés de eux. Et puis, comme en Nouvelle-Écosse anglophone, c'est beaucoup ces types de musique-là qui ont inspiré eux. Nous autres, à la baie Sainte-Marie, je ne sais pas pourquoi, mais on a beaucoup accroché à la musique bluegrass de les montagnes de l'Appalache. On n'a rien de culturellement qui nous attache à ça, mais tout le monde aime ce mode de musique-là là-bas. Il y a des festivals de ce mode de musique-là. On l'a adopté comme si c'est notre musique à nous autres. On habite comme des 1000 km de là-bas, puis ça n'a rien à faire avec nous autres. Eux, c'est des Anglais, Écossais, Irlandais. Nous autres, on est des Français. Il n'y a vraiment rien là, mais on adore ça. Puis dans ma musique, c'est sûr que ça m'influence soit le côté bluegrass ou le côté Scots-Irish, Nouvelle-Écosse. Puis dans le fond, les deux, c'est des Scots-Irish qui ont évolué de leur propre manière. Le bluegrass ou la musique de les maritimes de la Nouvelle-Écosse, de le Canada. Mais c'est ça. Le côté trad dans ma musique, c'est sûr que ça vient de tout ce royaume-là, d'inspiration. Bah, du coup, tu n'as pas tout à fait répondu à la question, puisqu'on peut aussi parler des textes, parce que justement, tu racontes un quotidien de façon très poétique, très simple, et qui parle aussi à nous, Français. Alors, comment tu l'expliques ça, cette facilité justement à raconter de très belles histoires sur des musiques qui sont certes assez simples, assez enjoué, je trouve, même si ce dernier album est un poil plus triste. Ben, comme à la fin de la journée, les exemples spécifiques de ma vie puis de la Nouvelle-Écosse, c'est pas tant important. Moi, j'utilise juste ça parce que c'est facile pour moi d'être émotionnel puis franc dans tout ça. Mais j'essaie d'identifier des trucs qui sont comme universels. Il y a plein d'expériences, il y a plein de trucs et aspects de l'expérience humaine qui sont universels tant que moi. Et puis moi, j'essaie juste d'identifier ces choses-là. Puis des fois, ça m'arrive juste dans mon quotidien normal que il y a quelque chose qui m'arrive, puis je suis comme, ça doit que tout le monde comprend ça. Même dans Ouganda, puis même dans Australie, puis même en Chine, tout le monde comprend ça, ça doit. Et même 20 000 ans passés, les païens de le passer, tu sais. Il y a certains trucs comme ça que je me dis que ça doit être universel. Moi, j'essaie juste d'identifier ces choses-là, et puis là, de les condenser dans 3 minutes. Puis pour moi, cet exercice-là, c'est dur, mais c'est le fun à cause que être forcé d'être bref de cette manière-là, puis de faire tout rimer, ça force à être efficace avec le message, puis d'être simple. Puis à la fin de la journée, je vais exprimer des concepts qui sont simples. Juste à cause que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est pas profond. En fait, peut-être les choses simples sont les plus profondes, parce que c'est comme toutes les choses qu'on va utiliser pour se battre puis faire des guerres contre nous autres, comme ça, c'est des petits détails de surface. Mais à la fin de la journée, les trucs simples qu'on a tous vécu ensemble, et puis que tout le monde aura vécu puis qui va vivre, c'est ça les choses les plus simples, c'est ça les choses les plus profondes tant que moi. J'essaie juste de les identifier. Et dans ce côté un peu autodérision, on voit qu'il y a beaucoup d'autodérision, d'humour. J'aimerais avoir une John Deere, qui est le nom des tracteurs un peu chic. Il y a aussi ce côté de faire passer de l'humour à travers ça. Est-ce qu'il y a aussi derrière ça de la littérature? Tu as lu des ouvrages dans ce sens-là qui t'ont aidé à ça ou pas du tout? C'est le hip-hop au contraire qui t'a amené à kicker, à écrire des choses simples dans ce délire? C'est drôle que tu me poses cette question-là aujourd'hui. Aujourd'hui, je te mens pas, j'ai lu mon premier livre. J'ai fini mon premier livre aujourd'hui. J'ai jamais lu un livre de ma vie. J'ai des troubles d'attention et je suis vraiment pas bon à lire ou écrire. Même que j'écris de la musique, c'est pas la même chose qu'écrire pour de vrai. Et c'est quoi le livre? C'est juste un livre vraiment petit à propos du jardinage. C'est pas un roman. J'ai jamais lu un roman encore. Ça, c'est la prochaine étape.
C'était plus un livre informatique, mais il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photo. C'était vraiment un texte. Et il y avait des pages, 100 pages ou 200 quelque chose. Mais c'était vraiment facile à lire, c'était des grands mots et des mots faciles. Pour répondre à la question, non, je n'ai pas lu beaucoup. Je lis pour la première fois aujourd'hui. Pour moi, j'étudie juste la musique et puis la vie, c'est à cause... Comme je peux écouter un livre, par exemple, je peux écouter des choses, mais vraiment lire pour de vrai, je n'ai jamais été trop capable. Et puis, après ça, l'humour et tout ça, c'est juste un aspect de moi puis ma personnalité. Je pense que j'ai juste reçu ça de ma vie et la télé et la musique et toute la culture que j'ai consommée, mais certainement pas des textes. La prochaine fois que vous m'interviewez, peut-être que j'aurai lu un roman. Puis ça va être vraiment excitant. La prochaine fois, on fera une interview en France, dans une librairie, pourquoi pas. Ça me donne l'anxiété juste à y penser. C'est trop de livres, là. C'est comme Training Wheels là, sur une bicyclette. Je commence juste. Ça. Okay. Merci beaucoup. Merci. Le petit Béliveau, donc, à l'instant en interview et puis également en musique, puisque je vous ai mis quelques extraits live avec cette rencontre. Une interview qui a été d'ailleurs réalisée en compagnie de Reza de Radio Nova, qui est présent pour ce festival de musique émergente, que je remercie. Et puis ce sera d'ailleurs l'occasion pour nous de travailler régulièrement ensemble. Vous risquez d'entendre la voix de Reza et la mienne sur des interviews de différents artistes qui ne peuvent malheureusement pas nous rejoindre pour le plateau en direct, car je vous rappelle qu'ici, il est 11h, 11h30 donc, du matin, ce qui est dur pour les artistes d'être là, d'être présents, puisque en l'occurrence, il y en a qui répondent présents. Et je reçois donc le duo Gus Engelhorn. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue et merci beaucoup d'être présents à 11h30 le matin. Je sais que c'est compliqué, c'est pas facile, puisque vous venez de Montréal, la route est très longue. Un petit peu, explique-moi justement le ce road trip que vous avez fait. Vous êtes parti quand ? Mais à la partie de Québec, la ville de Québec, la journée avant hier, et après on a fait une vidéo de musique avec nos amis BB Club à Montréal. Ok. Et on a resté avec notre ami à Montréal, et après on a quitté hier matin pour venir ici à Rwanda. Ça tombe bien que vous me parliez de BB Club, parce que BB Club, on va les recevoir aussi dans cette émission. Ce sera juste après vous. C'est nos bons amis, on les aime sont les beaucoup. meilleurs, sont les gens les plus gentils au monde. J'ai remarqué, donc j'ai pas fait attention, j'ai invité des groupes qui moi m'intéressaient. Et puis pour aujourd'hui, je me suis dit, tiens, il y a 2 groupes sur le même label. Et 2 groupes, donc je pensais pas que vous, en même temps, le Québec est petit, Québec et Montréal, les musiciens francophones, entre autres, se fréquentent régulièrement. Un road trip donc, qui permet tout simplement de découvrir la route aussi, d'écouter peut-être beaucoup de musique. Alors certes, on parlera du BB Club après, mais qu'est-ce que vous avez écouté sur la route pour venir ? Mais en fait, nous, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de réseau et toute notre musique est sur notre téléphone, donc on a écouté en boucle The Seeds, le seul CD de notre voiture. Et c'est tellement bon. Mais quand on avait le réseau, on a écouté beaucoup de Depeche Mode aussi. Ah oui, gars, c'est dans un trip de Depeche Mode. J'ai regardé, tu sais, le documentaire 101. Il y a 101, oui. Qui est un documentaire sorti en 1989, je crois, qui est le premier live de ce groupe-là. Je crois que c'est le premier, en fait, qui est sorti. Moi, je me souviens de cette sortie à l'époque, j'étais adolescent. Ça avait fait mais tout le monde écoutait ça. C'était incroyable. C'est tellement bon. Et c'est le même réalisateur qui a fait Don't Look Back de Bob Dylan, je pense, c'est ça? C'est possible. Ouais. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est tout à fait possible. Il faudra se renseigner en tous les cas. Le Penny Baker. Voilà. Merci Gus pour la précision. C'est alors surprenant et peut-être pas surprenant. Depeche Mode, lorsque l'on entend la musique de Gus Engelhorn, c'est peut-être pas la référence que je donnerais directement. Mais qu'est-ce qui t'attire actuellement dans ce son? Je ne sais pas, c'est comme... Je suis vraiment comme une girouette et comme j'aime un nouveau groupe complètement différent chaque semaine. Je pense que c'est l'Internet aussi qui fait ça parce que comme moi, je trouve beaucoup la musique
toute mon inspiration, je trouve sur YouTube pour la plupart. Et comme, je regarde beaucoup les documentaires comme ça. Et chaque fois que je regarde un documentaire ou un biopic, je sens que mon Dieu, c'est le meilleur groupe au monde. Littéralement, dans la même journée, Gus, il a un trip complètement opposé. Genre, oh mon Dieu, c'est tellement bon. Barry Manilow, et après c'est Dépêche Mode dans la même journée, puis c'est comme... Okay. Ouais. Et toi justement, Esté, c'est quoi ta place dans tout ça? Ben moi, ma place, c'est beaucoup de support moral, premièrement. Deuxièmement, je joue la batterie avec lui, mais en fait, moi, je m'ajoute à la fin du processus lorsque les chansons sont terminées. Puis j'aide avec la production, mais c'est vraiment Gus qui écrit toutes les chansons, c'est lui qui crée l'univers, c'est ça. Alors, généralement, je diffuse toujours un morceau avant de recevoir donc les artistes, puisque cela permet tout simplement aux gens qui nous écoutent de vous découvrir musicalement avant de vous entendre en interview. Cette fois-ci, on fera l'inverse, c'est-à-dire qu'on se quittera avec un morceau, un extrait de votre dernier album. Alors, pour tous les gens qui nous écoutent en France sur la radio Ferrarock, on vous connaît maintenant très bien, puisque on était tombé complètement amoureux du premier disque, qui était, je pense qu'on a tous eu ce même réflexe, à savoir qu'on diguait sur Internet pour voir un petit peu quelles étaient les nouveautés musicales, on découvre ce projet, on écoute ce disque, chacun de notre côté, dans chacune des radios, on le joue, et puis on se voit, on se dit, mais en fait, Gus Angerland, tu joues, c'est super, ouais, tu connais, oui, c'est super, c'est super. Ce qui fait que sur le deuxième album, en fait, qui est arrivé très rapidement, voilà, il y a eu un partenariat avec les radios Ferrarock qui était tout à fait logique. Est-ce que vous aviez eu, vous, un retour ici au Québec, comme quoi les radios françaises jouaient beaucoup votre premier album ou pas? On n'avait aucune idée que le premier album était joué autant. En fait, c'est la première fois que j'entends ça. OK. Littéralement. Mais c'est vraiment comme je pense que c'est vraiment vous en France qui aiment la musique le plus, comme par le ouais. Ici, comme on a pas, un peu les gens aiment ça un peu, mais je pense qu'en France, c'est vraiment comme la place où je sens le plus compris au monde. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Écoute, j'espère, je ne sais pas. C'est possible, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on a eu un vrai coup de foudre sur le premier album, et du coup, quand on a un coup de foudre, on suit les artistes et puis on regarde comment ils évoluent, justement, donc une évolution à travers ce second album qui est un petit peu plus électrique, un petit peu plus déchaîné peut-être. Justement, tu écoutais quoi à l'époque si c'était pas Dépêche Mode? C'était quoi sur cet album-là? Je pense que pour le deuxième, j'écoutais beaucoup de c'est quoi, Roy Orbison. La définition de déchaîné, Roy Orbison. Et The Germs. Et les choses comme ça. Quoi d'autre? Et comme The Pixies, comme d'habitude, Daniel Johnston. Des standards, des classiques, des tubes, en tous les cas, des chansons que l'on a encore dans la tête. Est-ce que c'est... Alors pourtant, lorsque tu composes, il n'y a pas cette même forme comparée, par exemple, aux Pixies, qui sont des chansons pop très simples, que tout le monde retient facilement. Et il suffit de voir un concert des Pixies, le public chante. C'est 1 heure de karaoké, voilà, qui est accompagné par le groupe. Et vos structures, en tous les cas, musicalement, sont un peu plus complexes. Il y a aussi ta voix qui est très typée, qui est très personnelle, très unique. Est-ce que vous n'êtes pas à la recherche de chansons comme ça, pop, ou que vous souhaiterez... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être une question ou un but de se dire, tiens, on pourrait faire un grand tube où les gens pourraient chanter. Ça a l'air un petit peu plus complexe tout de même. Oui, j'aimerais ça beaucoup, comme j'aimerais vraiment comme... Moi, c'est tout le temps mon but d'écrire les chansons de pop, mais comme je ne sais pas pourquoi... Je pense que tout mon processus, c'est j'ai réalisé que c'est juste comme illustrer mes paroles avec la musique. Alors, chaque fois que j'ai besoin des fois, le contraste, c'est nécessaire pour moi d'illustrer les idées. Mais en même temps, c'est comme, j'écoute pour la plupart le pop tout le temps, et c'est tout le temps mon but, mais je ne sais pas, c'est plus prog le dernier, mais je ne sais pas. Oui, c'est tout le temps été ton but, mais c'est ça, je pense que c'est que Gus, il se laisse une grande liberté quand il compose. Alors, ça sort comme ça, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de limite qu'est-ce que la flexibilité de la chanson, mais ouais. Qui sait, un jour peut-être. C'est vrai que c'est très spontané, ça a l'air direct comme ça. Et en même temps, lorsqu'on écoute tes chansons, et c'est ce que j'ai pu découvrir à travers une interview que tu as donnée pour un média ici au Québec, c'est que tu as aussi des engagements. Alors tout à l'heure, l'émission qui nous précédait, c'était une émission autour de l'écologie qui parlait de la problématique environnementale ici, et notamment de justice environnementale, qui n'a pas lieu, d'ailleurs. C'est plutôt une injustice environnementale plutôt qu'une notion de justice. Toi, Gus, tu as décidé aussi de parler d'autres formes de problèmes, à savoir, entre autres, l'autisme. C'est quoi pourquoi tu as souhaité parler de ça? Parce que je pense qu'il y a un côté aussi par rapport à ta famille, par rapport à ce que tu peux connaître dans ton quotidien. Comment tu en parles, toi? Oui, c'est mon petit frère qui est autiste.
je pense que il est juste comme... As-tu regardé Love on the Spectrum? C'est une émission... sur Netflix, c'est une série. Non, je n'ai pas Netflix. Mais c'est tellement fascinant. Comme, Okay. Je pense que juste les gens... C'est comme... Mais c'est difficile des fois, bien sûr, de vivre avec quelqu'un avec l'autisme. Mais aussi, c'est vraiment fascinant. Et souvent, je trouve ça très inspirant. Et alors, je suis juste vraiment comme émerveillée par mon petit frère. Souvent, comme... Il est vraiment comme un personnage. Il se déguisé tout le temps en costume. Et comme, il fait plein de choses. Et comme... Je ne sais pas, c'est juste comme... C'est juste vraiment quelque chose qui est arrivé dans ma vie, qui était vraiment comme qui a vraiment changé ma vie un peu, mon petit frère. Alors, l'autisme est un handicap, entre guillemets, et comme souvent, on n'en parle pas, on en parle peu, on ne sait pas ce qu'il en est, et souvent, lorsque l'on ignore les choses, on en a peur. Oui, absolument. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, le fait d'en parler, de le partager, entre autres, à travers tes chansons, c'est aussi peut-être ça, c'est dire, écoutez, c'est un être humain, il a certes, il est peut-être pas comme nous, mais en même temps, il peut être très intéressant, il peut être drôle, il peut être fascinant. Oui, c'est exactement ça. Et pour moi, je pense que j'oublie que les gens ne connaissent pas trop bien ça, parce que je grandis avec ça, avec mon petit frère, mais c'est vrai comme quand les gens savent plus, ils ont moins peur. Oui, c'est ça. Exactement, tout simplement faire connaître. Oui. Et une fois que l'on connaît, eh bien, on peut donc peut-être se rapprocher des gens, donc bien pour pouvoir communiquer avec eux. On va revenir à la musique, puisque j'ai vu aussi que dans un futur proche, alors moi je suis venu à vous, mais c'est vous qui allez venir chez nous. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler justement de votre venue en Europe ? On va quitter le 19 septembre et on va être là pendant 6 semaines. Oui. Ouais, c'est vraiment une grosse tournée. Ça va être vraiment. Il y a encore des détails qui se trament là, dans l'horaire et tout, mais beaucoup de dates en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Belgique aussi. Oui. Vraiment. Mais je pense qu'on joue. On fait Maman, Rockmotive. Ah oui, donc vous faites des festivals qui sont plutôt importants. Oui. Le Mama, c'est un festival aussi donc, de découverte, entre guillemets, qui a lieu dans Paris, sur une grande avenue comme ça. Et puis vous avez cité la Belgique, les Pays-Bas, qui sont des pays qui nous proposent de très beaux festivals, avec une grande culture musicale aussi. Vous avez déjà eu la chance de faire un petit tour dans ce genre de pays Jamais. Non, mais par contre... Moi, oui. Toi, oui, mais... Dans le Pays-Bas. En tant que mais jamais touriste. en Belgique. OK. Ouais. Oui. Non. Mais oui, mais en mai passé, on est allé jouer quelques spectacles au Great Escape en Angleterre, puis même à Paris, on a joué un spectacle au Supersonic. Exactement. Ouais. Exact. Alors, vous allez découvrir une toute petite partie de l'Europe à travers donc, ces tout petits pays, par rapport à la taille du Canada, bien entendu, mais qui sont très complexes de par la culture qui est propre à chacun, la langue aussi qui est propre à chacun, la gastronomie. Donc, c'est vrai. Je pense qu'il y a des endroits où vous allez très bien manger et d'autres. Je ne dirais pas lesquels. On n'est pas difficile, alors. Oui, évidemment. En même temps, c'est difficile d'être difficile lorsqu'on habite ici, parce que, bon, certes, on peut manger bien, mais c'est pas facile tous les jours. Oui, effectivement. Voilà. Pour l'instant, ça fait 3 jours que je suis là, 2 jours. J'ai mangé beaucoup de burgers. Ah ouais, oui. Et la poutine, t'as mangé la poutine aussi? Oui, hier au soir à 1h. Le classique. De chez Maurras. Parce que elle fait partie du festival. Lorsque l'on vient au FME, il faut manger une poutine de chez Maurras. Voilà. C'est le rite de passage. Exactement. On se retrouve ce soir. Pour nous, pour moi, qui ai la chance donc bien d'être présent. Et puis on se retrouvera peut-être avec des nouveautés musicales, à savoir peut-être en 2023, un nouveau disque qui arrive. Oui, j'espère bien. J'ai essayé chaque jeu d'écrire les nouvelles chansons et j'ai vraiment le goût de faire ça plus que les grandes pop, on va voir. Eh bien, on verra si justement tes influences et tes écoutes donc, du moment, entre autres Dépêche Mode, influencera donc les prochains morceaux de Gus Angerhorn. Merci à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup à toi. Et puis profitez bien, bon après-midi. Merci. Toi aussi. Alors comme je vous le disais, c'est maintenant que l'on va écouter Gus Angerhorn. On parlait de voyage justement, de cette venue pour venir ici à Rouen-Noranda. Ce sera avec un titre qui parle de ceci, Sunset Trip.
to go, so put the pedal to the metal. Blood is running from my nose, and it's getting on my sweater, and I haven't got a clue if it's getting worse or getting better, better, better. You know, sometimes I feel like everybody's better than me, and with their vision, they can see from one side through the other side of me. Sunset strip, 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 sunset strip. I walked in and you walked up, you asked me to leave. I fell down the stairs, collapsed there in the night, and my thoughts came spilling out. I guess that I was wound up tight, and I tried to keep words in my mouth, but I boiled from inside. Meanwhile, the blood red on my sweater. Well, am I worse or am I better? You know, sometimes I feel like everybody's looking at me, and with their vision, they can see from one side through the other side of me. Sunset strip, 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 sunset strip. I walked in and you walked out, you asked me to leave. So I walked out, but I fell down, got weak in the knees. On the Sunset Strip, on the Sunset Strip, on the Sunset Strip. On the Sunset Strip, I tripped and almost got hit by a bus. Festival des musiques émergentes, en direct sur les radios Ferrarock. Et oui, toujours en direct aussi sur le 100.5, ici donc de la radio CFME. Nous étions donc bien avec le duo Gus Engelhorn, on parlait de Bibi Club, oui on parlait de vous, bonjour les Bibi Club. Hello. Salut et bienvenue, puisqu'on parlait du label et puis ils nous ont dit mais en fait c'est nos amis, on était hier avec eux du côté de Québec, on a fait une petite session. Qu'est-ce que vous avez fait également, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous avez fait tous les quatre du côté de Québec? Avec Gus, en fait c'était chez nous à Montréal. Ah c'était à Montréal, du coup, ouais. Okay. Puis on faisait une session pour une des chansons qu'on a fait en version presque acoustique avec 10 femmes qui chantaient avec Adèle. Et Gus, c'était comme le relief comique. On le faisait rentrer pour jouer une ligne de guitare. Puis il était extrêmement stressé de faire ça. C'était vraiment très drôle. Mais il a réussi. C'est ce que j'allais dire. Ça s'est bien passé à la fin. Oui, ça s'est bien passé. C'est des amis qui sont sous le même étiquette que nous. Ouais. Alors j'ai le nom du label sous les yeux. C'est Secret City Records. Oui, voilà, oui. je l'ai déjà oublié. Oui. Donc, on est tous les quatre sous le même étiquette. Puis, ça a été une belle rencontre humaine, artistique. On a envie de collaborer puis de s'échanger comme ça. Alors, mais cette rencontre humaine s'est faite grâce au label? Oui, en fait, c'est très bizarre. Il y a une des personnes qui travaille au label, plus côté marketing, m'avait demandé d'aller voir Gus puis ST en répétition pour les aider un peu à préparer leur concert. OK. Puis c'était plus quasiment un travail de leur donner confiance pour pas les dénaturer totalement. Puis on a tourné, moi j'ai un autre groupe de musique, puis on fait notre première partie pendant une dizaine de jours. C'est quoi le nom de ce ça s'appelle Plants and Animals, okay. qui est sur Secret City aussi. Oui, puis ils ont tourné avec nous, donc on a appris à se connaître. Puis ensuite, quand ils ont rencontré Adèle, c'était comme si on se connaissait tous les quatre depuis toujours. C'est vraiment
Oui, on s'entend vraiment bien. Ouais. Ok, super. Donc Nicolas et Adèle, le duo BB Club, puisque vous êtes donc bien tous les deux, qui rencontrent un autre duo, Gus Engelhorn. Voilà. Une belle rencontre donc, et puis des affinités se lient, et puis comme ça, au fur et à mesure, les projets avancent. Un projet justement, moi, le Festival des musiques émergentes m'a permis de vous découvrir dans la programmation, lorsque j'ai vu donc ce nom BB Club. Je ne savais pas à quoi m'attendre, puisque souvent, lorsque l'on voit le nom d'un groupe, on a une image et on imagine aussi la musique qui va avec. Et pour BB Club, je me disais, alors, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que c'était donc le côté club musique électronique, quelque chose de dansant ? Est-ce que c'était le fan club de Bibi, cette chanteuse qui a eu un grand succès dans les années 80 chez nous en France ? Je ne savais pas du tout. Est-ce qu'il y a un rapport avec Bibi Fuck ? Bref, je ne sais pas si vous connaissez Bibi Fuck. Oui, je me souviens. Voilà, on a tous eu cette culture donc, de dessin animé. Et en fait, j'ai découvert que vous sortiez en plus de votre premier album à travers donc un single. Ces chansons donc pop, réalisées donc à deux, dans un contexte qui a été le même pour beaucoup de musiciens et beaucoup d'artistes, à savoir donc des portes qui se sont fermées durant 2 ans et puis une fenêtre qui s'ouvre, qui a mis très longtemps à se réouvrir. Est-ce que c'est toute l'atmosphère de cette fameuse pandémie qui était très pesante, qui vous a permis à vous de créer BB Club et de vous exprimer ? Oui, d'une certaine façon. Je pense que c'est plutôt le côté... je dirais pas l'atmosphère pesante plutôt qu'une forte inspiration qui s'est développée au fil de ces quelques mois à être à la maison, tout ça. On a trouvé l'inspiration dans les petits bonheurs du quotidien, d'être ensemble à la maison avec les enfants, à se débrouiller, à marcher dehors, à observer. On a fini par être très inspirés et on a eu l'urgence de créer, l'urgence d'agir. Je crois que ça a créé un cadre en fait où on est parents, puis d'être tout le temps à la maison avec les enfants ici, c'était très clos pendant plusieurs mois. On dirait après un bout de temps, il y a un côté magique à ça, mais après un bout de temps, on avait besoin aussi d'être ce qu'on est, des musiciens, des artistes. Puis chaque fois qu'on avait un moment où on pouvait aller en studio puis créer, puis souvent c'était très court, on y allait, puis on faisait beaucoup de démos à la maison aussi pendant le bain, Donc ça a créé un cadre étrangement qui était pas nécessairement qu'on n'aurait pas envisagé autrement, mais ça nous a créé un cadre de création assez fantastique finalement. Ouais. Ce qui est incroyable parce que, j'ai eu j'ai le plaisir de discuter avec de très nombreux artistes et notamment suite à cette fameuse cet arrêt des concerts, les festivals et autres, beaucoup d'artistes m'ont dit pour moi il était impossible de créer. C'était impossible de me projeter dans quelque chose, impossible de même plus l'envie d'ailleurs de jouer d'un instrument de musique. Est-ce que cette force, on la doit aussi peut-être bien au contexte et le fait d'avoir des enfants, puisqu'il faut aussi être positif, essayer de se bouger au quotidien pour leur dire, certes, voilà ce que l'on vit, mais on en profite, les choses sont... Définitivement, puis d'être à leurs yeux et à nos yeux aussi, pas qu'un truc, pas qu'un parent, pas que... Il y avait ce besoin-là aussi de notre part, de continuer à leur proposer nos différents chapeaux. On n'est pas que des parents dans la vie, puis il y avait cette urgence-là justement aussi de leur imposer nos autres... notre passion. Notre passion, finalement, de leur faire... qu'on la vive tous ensemble, finalement. Puis, oui, les enfants ont été finalement une contrainte assez stimulante, finalement, au plan créatif. OK. Et puis le fait d'être musicien, c'est aussi à vous d'éduquer peut-être vos enfants aussi dans ce sens-là. Voilà, tout simplement leur faire découvrir la musique et leur faire développer les sens. Ils n'ont pas participé au disque ? Non. Ils sont sur tous les démos, ils hurlent pendant qu'on... Sur nos démos, sur le téléphone, t'es sûr d'entendre une petite voix là, qui... Okay. Et vous n'avez pas voulu les garder, les mettre comme ça discrètement? On les a. Peut-être qu'un jour, on va les utiliser. Je pense que c'est important de garder pour nous, de garder cette distance-là aussi. C'est ça. Ça fait partie de notre vie. Ça inspire les paroles, ça inspire le contexte. Mais c'est ça. Je pense que c'est important de garder la distance aussi. Puis justement pas tourner dans un groupe de musique pour enfants, finalement.
En même temps, vous pouvez utiliser quelques petits éléments comme ça. Oui, complètement. Parce que votre musique le permet aussi. Je pense que voilà, sur un morceau de fin, par exemple, sur un morceau caché. Côté plus field recording qu'autre chose. Carrément. Ce disque, justement, donc, qui est sorti la semaine dernière, si je ne me trompe pas, il s'appelle Le Soleil et la Mer. Et comme son nom l'indique, et contrairement donc, au fait du contexte dans lequel il a été créé, il est très solaire, il est très positif, il est très, très posé. Il est, je pense, parfait pour faire la route entre Montréal et Rouyn-Noranda. C'est génial. Lorsqu'on traverse en tous les cas cet environnement, surtout hier et aujourd'hui avec le ciel bleu et ce soleil, on y est bien, quoi. Oui, mais puis c'est étrange, on l'a appelé Le Soleil et la Mer, mais pour nous, le titre est venu, c'était des paroles qui revenaient souvent, c'était un segment qui revenait souvent dans les paroles. Puis un mantra. Un mantra, puis on a réalisé que pour nous, Le Soleil et la Mer, c'est un peu la magie du quotidien, finalement. C'est plus un espace qu'on a dans nos têtes, un lieu qu'on a dans nos têtes, puis qui est juste devant nous et accessible. Il y a certainement une lumière dans la musique. C'est un truc auquel on réfléchit souvent quand on travaille, de garder une certaine tension musicale, mais garder aussi le côté lumineux, à la limite, même si c'est plus à un niveau presque spirituel, finalement, mais cette espèce de tension-là entre ce moment entre la beauté, la laideur, d'être dans la craque, finalement, tout le temps dans cette espèce d'espace qui est très vivant. C'est ça. Pour nous, c'est cet endroit-là, le soleil et la mer, plus que la mer elle-même. Plus que la vraie mer. Mais après, c'est vrai que chacun d'entre nous, lorsque l'on écoute de la musique, et certains types de musique, il y a cette chaleur, il y a ce côté très positif, très lumineux. Et alors, vous, comment vous l'interprétez musicalement? À savoir, on va peut-être pas partir sur des accords mineurs qui sont là pour la tristesse. On est sur des accords majeurs. Est-ce qu'on vous amusez à jouer avec ça justement pour essayer de partager ce que vous ressentez, ce côté positif et lumineux? Mais je pense que dans notre bagage musical à tous les deux, on écoute aussi... c'est rarement très mineur ce qu'on écoute, j'ai l'impression, dans le sens que il peut y avoir énormément de profondeur en gardant justement des accords avec une certaine lumière. Il y a moyen de créer quelque chose de très complexe avec des accords qui restent justement à la fois réconfortants, auxquels on peut s'accrocher. Oui. Moi, je veux bien un exemple d'accord. Oui. Auquel on peut s'accrocher, qui est réconfortant. C'est quoi un accord qui est réconfortant? C'est lequel, par exemple? Mais ça dépend dans quelle combinaison il est. Mais je pense que les suites d'accords qui font que... Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans la voix d'Adèle. Le traitement qu'on a pris, c'était d'aller avec quelque chose de très direct, et dans les paroles, et dans la voix. Donc, c'est assez frontal, c'est assez radical par moments. On n'est pas dans dans la métaphore. Dans la métaphore, on n'est pas dans changer sa voix avec on la met pas en distance. Donc, il y a peut-être cet aspect-là aussi que tu as l'impression qu'elle nous chante à nous directement. C'est un truc auquel on réfléchissait souvent en faisant l'album. On revenait souvent à un album qu'on a beaucoup écouté dans la pandémie, tous les albums de Alice Coltrane qu'on adore, qui n'a pas tant à voir avec ce qu'on fait musicalement, mais c'est une artiste auquel on revenait souvent parce que dans sa musique, il y a une profondeur, tout en étant quelque chose d'assez simple, minimaliste, souvent assez très lumineux, mais qui a tout le temps une tension qui est sous-entendue. Puis c'est une spiritualité aussi. Oui, c'est qu'on revenait souvent à ça. In the garden, the blue door is open, so come on in, my friend. There's a treasure in the garden, the blue door is still open, so can't you see? Ça amène aussi beaucoup de chaleur sur une voix.
vous l'entendez à la radio. On va l'entendre justement parce que on arrive au terme de cette Bientôt son visage nous appellera encore trop tôt. La nuit avec Bibi Club, titre qui nous permet bien de terminer cette première émission en direct du FME sur les ondes du CFME 100.5. Et puis je vous l'ai pas dit, mais sinon vous pouvez également bien voir ma tronche sur la chaîne Twitch de la radio, à savoir twitch.tv/acpodcast. Et puis également retrouver les émissions sur radio.cfme.org, puisque oui, ce sont des émissions diffusées et ce depuis le matin à 10h. Et puis tout au long donc de la journée, on vous accompagne comme ça en direct donc de ce festival sur différentes thématiques avec donc eh bien des émissions. Et la suite d'ailleurs, eh bien pour ce midi, on va pouvoir retrouver donc eh bien les deux Mathieu, presque parfait, nous dit-il. Bref, c'est l'occasion.